bonne partie de l'équipe d'Alira tout à l'heure dans l'émission. Allez, c'est parti pour l'invité du jour, Marvin, qui attend dans la salle d'attente depuis tout à l'heure. Salut mon Marvin, comment tu vas? Très bien, et toi, Jérém? Écoute, ça va très bien. On se Je voit suis demain, de très toute heureux. façon. T'as dit quoi? On se voit demain en plus. En plus, on se voit demain. Alors, on va introduire ça ensemble. Marvin, tu étais venu dans l'émission il y a environ 1 an. J'ai regardé. Ouais, C'était quasiment tout pile il y a 1 an. C'était en mai-juin de l'année dernière. ouais. À l'époque, tu étais encore chez Descoin. On va y revenir évidemment. Donc, je suis très heureux de te recevoir à nouveau. C'est pas habituel qu'on reçoit 2 fois les invités. Ici, ça fait près de 500 émissions qu'on fait. On a rarement reçu 2 fois la même personne. Mais là, c'est un nouveau Marvin qu'on a. Et donc, j'avais envie de C'est te pas le même projet. recevoir. Et puis, autre chose aussi, j'aimerais te remercier en public, puisque normalement, tu étais prévu vendredi. Et puis, je t'ai demandé au débeauté si tu pouvais t'arranger pour aujourd'hui. Et tu as accepté. Et je tiens à te remercier d'avoir bousculé un petit peu ton emploi du temps pour être avec nous ce matin. Voilà pour la petite introduction. Et tu as raison. Marvin, on se voit demain, puisque j'aurai le plaisir de couvrir l'événement de l'année, un Startup Web3 Spotlight à Cube 3 à Angers. C'est pour ça qu'il n'y aura pas d'émission demain matin d'ailleurs. Elle sera jeudi matin exceptionnellement. Mais là aussi, on va parler de Cube 3 pendant l'émission, Marvin. On va parler de tout. On peut. Alors, avant Avec de grand plaisir. commencer, d'abord, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, Marvin, est-ce que Yes. tu peux très succinctement te présenter? Allez, 30 secondes. Fais-nous un peu un pitch elevator. Quand tu 30 rencontres quelqu'un, secondes. Moi, je suis arrivé dans la crypto il y a une dizaine d'années. Je tombe très rapidement amoureux de l'écosystème. À ce moment-là, j'ai 14 ans, je fabrique des ordinateurs et je trouve une logique de fabriquer des machines de minage. J'enchaîne. En 2019, je rejoins Cryptosphère. 2020, je rejoins l'aventure Descoin, dans lequel je vais rester CRO pendant 4 ans. Et pour une logique éducative, gros problème pour moi, c'est que ça fait beau être 10 ans que j'essaie d'expliquer la crypto aux gens et d'expliquer comment ça fonctionne, toutes ces plateformes. Tu te rends compte d'une chose, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à interagir avec ces putains de nouvelles plateformes parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a trop de fonctionnalités, parce que c'est complexe. Et l'idée, du coup, maintenant, c'est de concevoir une technologie qui puisse aider n'importe quel protocole à venir expliquer ce qu'il fait et notamment à simplifier sous un format de map cette technologie et permettre à ses utilisateurs d'interagir facilement avec lui. C'était un peu plus de 30 secondes. Non, c'est bien. Non, c'est nickel, mais surtout qu'on va revenir un petit peu sur tout ça ensemble. Et d'abord, peut-être revenir un petit peu sur ton enfance, un petit peu, et les études un petit peu que tu as faites. Tu peux nous parler un petit peu de ça? Enfance, quand je commence à miner? Non, enfance, de quel milieu tu viens? C'est toujours intéressant de voir les entrepreneurs. Est-ce qu'ils sont conditionnés par leur milieu social? Est-ce qu'ils sont Moi, je viens d'un milieu entrepreneurial. Du coup, moi, j'ai mon père, mais par contre, dans un milieu manuel. Mon père était carrossier. Et il avait une carrosserie. Et j'ai vu mon père travailler jour et nuit. Et ça a été très compliqué au début. Parce que pour ma famille, l'argent venait du travail. C'est pas possible d'investir de l'argent et de gagner de l'argent. C'est pas possible. Du coup, je viens quand même d'une famille entrepreneuriale qui dit qu'il faut travailler. C'est non négociable. Et je m'en rappelle parce que quand j'étais gosse, moi j'ai l'âge pollen. D'ailleurs, en ce moment, c'est un peu la galère. Là, je suis en train de revivre les pollens en ce moment. C'est la merde. Mon père m'envoyait dans les champs avec un masque de plongée pour ramasser le foin. Parce que j'avais 2 semaines de vacances. Et pour lui, 2 semaines de vacances, c'était trop. Et il fallait que j'ai qu'une semaine de vacances pour faire mes devoirs et m'amuser un petit peu. Mais il fallait que je travaille pendant une semaine. Du coup, tous les 1 mois et demi, j'avais 2 semaines de vacances et il y avait une semaine où je bossais dans les foins. C'était une torture pour moi. J'avais avec mon masque de plongée et tout, c'était une galère. J'ai détesté ça pendant des années. Et surtout qu'à l'époque, la notion d'investissement, j'imagine, c'était l'immobilier. C'était Alors, non? l'immobilier, c'était acceptable. Dans le sens où l'immobilier, on pouvait investir parce que c'est notre C'était pied à pierre. sa maison. C'était le seul investissement qu'on tolérait. Ouais, mais il y avait la bourse. Tu vois, je sais qu'il y avait des potes à lui autour de lui qui achetaient des actions en bourse. Enfin, tu as toujours eu la bourse. Lui, c'était interdit. La bourse, c'était mauvais. Il avait eu une mauvaise expérience quand il était jeune. À mon avis, le seul investissement qui se valait, c'était t'achètes ta maison et voilà. Voilà. Faut que tu touches la pierre. Tu le touches. C'était ça la réflexion. Et du coup, moi, très très jeune, le manuel, c'est pas fait pour moi. Moi, j'ai 2 mains gauches, alors que je m'y suis remis plus tard. Je m'y suis remis. Mais le manuel, j'ai su tout de suite que ça allait pas le faire. Je me suis dit, toute ma famille, dis-toi, j'ai 18 cousins, cousines du côté de mon père. Il n'y en a pas
un qui a fait des études. J'ai une cousine qui a fait des études, qui a fait un gros bac pour devenir ostéopathe animalière, partir en Suisse et tout, qui a fait des grosses études. Mais sinon, ils se sont tous arrêtés au brevet ou au bac. Tout le monde est manuel, que ce soit électricien, plombier, vitrier, ce que tu veux. On répare les maisons, mais pas d'études. Et on peut dire, hein, parce que c'est vrai qu'on a le luxe, entre guillemets, de faire des métiers intellectuels dans le sens où on se salit pas les mains, tu vois. Ouais. On bosse beaucoup, on fait beaucoup d'heures, on a d'autres charges mentales, comme on dirait aujourd'hui, avec le Pas stress. pareil. Ça. En fait, Mais il y a moins, je trouve, l'aspect maison. en tout Dans cas, le il y a sens- une chose est sûre, c'est que ceux qui ont un travail manuel, et je le dis pour celles et ceux qui nous écoutent, sachez-le, que ce soit manuel dans le bâtiment, manuel avec les voitures ou manuel avec les patients, je parle vraiment des métiers manuels. Moi, je vous admire, mais à un point, vous n'imaginez pas. Je serais incapable de faire 1% de ce que vous faites, et on a le luxe de ne pas avoir à faire ce travail parce qu'on a pu réussir dans un autre. Mais voilà, en tout cas, voilà, petite mention pour ceux qui travaillent avec leurs mains. Franchement, bravo, on a besoin de vous parce que. mais je m'y suis mis, tu vois, parce que je me suis acheté un appart pour monter les bureaux de Vénade, on y viendra. Et je me suis acheté un appart il y a 1 an, au moment où on se quittait et que je lançais la boîte. Et c'était drôle parce que je me suis lancé dans la rénovation d'un truc que j'avais jamais touché. Et j'ai tout découvert, électricité, plomberie, Ok. placo, Ça a été par la force menuiserie. des choses. Parce que donc, Exact. c'est soit tu le faisais toi-même, Ouais. soit tu devais payer une blinde, parce que ça coûte cher, hein, voilà. Et dans Bien. ce cas-là, bah, quand tu n'as pas le choix, tu dois t'y mettre, quoi. Ok. Donc, tu as C'est ça. découvert les Du coup, plaisirs. j'ai découvert. Mais avec la famille, certains qui sont venus m'aider, du coup, j'ai découvert dans les bonnes façons, on va dire. Mais c'était cool. C'était cool. Et Au niveau des études, un petit peu, j'ai vu que tu avais été un peu au non, Mexique, tout ça. Raconte-nous un peu ton parcours. j'ai fait un master. Alors, avant de faire un master, je pars en tech deco. Du coup, je pars dans un DUT tech deco qui aura été pour moi la meilleure formation que j'ai faite. C'était la plus généraliste et ça a été une grosse négociation avec mes parents pour dire j'arrête, ça m'a suffi, j'en veux plus, je suis pas bon. Faisons pas d'études, je suis pas bon à l'école. Parce que j'étais pas bon à l'école. J'étais pas très bon pour les études, j'avais fait du mal à apprendre. En fait, je Attends, t'es stressais pas beaucoup sur les manuel. examens. T'es pas manuel. Ouais, c'était la merde. Tu es juste beau gosse à ce moment-là. Et j'avais juste du bitcoin, c'était ça le truc. Et non, mais en fait, j'avais un gros problème avec les examens. J'ai toujours eu toute ma vie, quand j'étais gosse, un problème avec les examens. Autant dans le boulot, le stress me dérange pas. Pour un business, un deal et tout, ça me dérange pas du tout. Mais alors, quand tu me retrouves face à une copie et que je dois réaliser un examen, j'oublie tout. Et c'est un truc de dingue, j'oubliais tout. Et exemple, tu vois, j'ai conduit pendant sans permis parce que mon père était carrossier, du coup je récupérais toutes les voitures qui partaient à la casse, il me prenait à conduire. Pendant 3 ans, je conduis sans permis, j'ai raté 4 fois mon permis. Parce que j'arrive en examen. C'est quoi? C'est le stress? Tu es tétanisé par le stress? Stressé. Tout ce qui était scolaire, c'était traumatisant. Je ne pouvais pas, j'avais un examen scolaire, j'arrivais pas, c'était trop dur. Et là, aujourd'hui, quand tu as un rendez-vous important, un banquier, un partenaire, là, Ça, je suis hyper bon. Je suis hyper à l'aise parce que je fais ce que j'aime et ça me fait pas chier. Mais très souvent, alors déjà, je pense qu'il y a un côté où j'ai grandi et j'ai aussi appris à contrôler un peu le truc à force, parce que je suis quand même sorti, j'ai eu mon master, du coup je suis quand même sorti. Mais c'était pas écrit dans la pierre, quoi. C'était pas écrit dans la pierre, c'était pas inscrit. Ma mère, quand on y reparle, elle se dit, j'aurais pas cru que tu serais jusque-là. Moi non plus. Mais non, dans le boulot, le côté argent m'excite. Et pour moi, il y a une vraie récompense. Il y a une vraie récompense à gagner ton pitch ou ce que tu veux, parce qu'à la fin, il y a une compensation monétaire. Que dans ton examen, c'est peanuts. Et ça qui me frustrait, moi, pendant des années. C'était aussi un peu ça le but de Vena, c'est de se dire, j'apprends et c'est comme ma carotte, quoi. C'est bien beau de me dire que tu vas me donner un 19 sur 20, mais je m'en branle ton 19 sur 20 parce que c'est pas ça qui va me donner à manger, quoi. Et depuis tout jeune, je faisais du business, tu vois. Depuis tout jeune, je travaillais dans les champs, je réparais les télé. J'ai toujours appris parce que mon père m'a jamais donné d'argent de poche, mais il m'a toujours aidé à me dire écoute, tu n'auras pas d'argent de poche, par contre, tu veux monter un business, je dis une connerie, tu as besoin de réparer les téléphones, il faut que tu achètes des tournevis, je t'achète des tournevis, tu vois. C'est toujours comme ça le fonctionnement. C'est bien. Et alors, donc les études, alors par où? Parce que moi j'aime bien parler des voyages et j'ai vu voilà, que tu étais parti au Mexique. Qu'est-ce que tu en as retenu? Pourquoi tu pars là-bas? Parce qu'à la base, toi, tu es d'où, toi? T'es même à la base, je suis de Grenoble. Tu es de Grenoble. Ensuite, à la base, je suis de Grenoble. Moi, je pars mes 18 ans, juste pendant mon DUT, ma première année de DUT, je pars 3 mois en Angleterre. Parce que je m'envoie avec mes parents et que je pars sur un coup de tête, je prends un billet d'avion et je pars. Ok. Et je travaille dans l'événementiel. Moi, depuis mes 17 ans, je travaille dans l'événementiel festif, pour des spring break notamment. Et du coup, je pars à Londres
pour faire à la fois la partie nocturne et travailler dans des bars. Et du coup, j'étais serveur. J'étais serveur et je parlais pas un mot d'anglais. Hein. Du coup, je tirais des bières. Je tirais des bières et je nettoyais les couverts. Et la nuit, pour m'entraîner, j'étais promoteur. Et je travaillais pour deux boîtes de nuit, c'était Toys Room et Cirque le Soir. Et c'était très, très bien payé. C'était très, très bien payé à l'époque. Et bon, ça l'est toujours, je pense. Et en gros, mon métier, c'est de ramener à Londres particulièrement, c'est que des filles. C'est que des filles, ça fonctionne comme ça. Ils ont 80% de filles dans les boîtes de nuit. Les 20% d'hommes qui viennent dans les boîtes de nuit où j'allais, hein, c'était 20% d'hommes qui avaient des tables, qui coûtent très cher. Et en fait, c'était leur business model. Ils savaient que s'ils avaient des jolies filles dans la boîte, ils allaient avoir des mecs qui allaient venir poser les tables, etc. Voilà, c'est ça le business model. Et du coup, après ça, tu peux tout faire commercialement parce que ça a été la meilleure école. La rue, parce que j'ai fait l'école pendant 5 ans, j'ai fait pareil en Espagne, par contre, hommes et femmes. Et l'objectif, c'était ramener du monde. Et tu es dans la rue, et ça a été la meilleure école de vente. Et c'est là que vraiment, je me suis découvert et j'ai kiffé le métier de vente. C'était que, déjà, tu étais payé tu avais 0 salaire fixe, tu étais payé qu'à la commission, et du coup, tu n'avais pas d'heures, c'est toi qui gérais tes heures. Enfin, tu avais des horaires globales, mais tu pouvais travailler plus. Moi, je suis toujours prêt à travailler plus. Et si tu travaillais bien, tu pouvais faire beaucoup d'argent. Quand tu es jeune, tu gagnes dans ta saison, tu peux rentrer avec 10 000 € à la maison, sachant que tu t'es amusé, que tu as fait la fête, tu as dépensé, tu as acheté des bouteilles, enfin, tu es resté pendant 2 mois, tu as payé ton logement, ta bouffe. Quand tu rentres avec 10 000 €, c'est que tu as bien fait 15 000 € dans la saison. Tu vois. Et c'est comme ça que j'ai acheté mes premiers cryptos au début. Alors, comment tu découvres pour la première fois Bitcoin, crypto et par quelle porte tu découvres ça? La vraie histoire, plus la vraie histoire de vrai, c'est. Alors, moi, de base, il y a une vérité, c'est que je m'intéressais beaucoup à Wikileaks. Les aliens, pour moi, c'était ce truc. C'était ce truc, les aliens. J'étais passionné par les aliens. J'étais persuadé parce que mets du contexte. Parce que pour moi, Wikileaks, c'était sur le Darknet. C'était Darknet. Oui, non, mais tu dis les aliens. Alors, raconte-nous. La zone 51. En gros, Wikileaks, tu as tous les leaks. D'où Wikileaks. C'est le but. Tu as tous les leaks américains sur la zone 51. Moi, c'était ça qui m'intéressait. Qu'est-ce qui se passe dans cette fameuse zone 51? Est-ce qu'il y a des photos sur les vaisseaux spatiaux? Est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites sur des contacts extraterrestres qui auraient pu avoir lieu? Pourquoi je te dis ça? Parce que pour toi, ça a l'air évident et tu vas nous raconter, ça m'intéresse. Mais pour moi, Wikileaks, ça ne me fait pas parler alien. Moi, quand j'entends Wikileaks, je parle des leaks concernant la guerre en Irak. Snowden, ouais. Eh bien oui, moi, je pense surtout aux images des GI américains qui font des dingueries. Et en fait, c'est ça. Je pense que pour beaucoup qui nous écoutent, Wikileaks, c'est ça. Mais visiblement, il y a aussi d'autres trucs. Ok. Alors, est-ce que les aliens existent? Les aliens existent. Ça, j'en suis convaincu. C'est écrit. Ils sont écrits. Ils sont là. Pas de souci. Les aliens existent. Et du coup, ça commence comme ça. Je découvre le Darknet. Et d'un clic à l'autre, je me retrouve sur des sites pas bien légaux. Moi, j'ai toujours été attiré par l'argent. Dites-vous que je fumais pas de cannabis, je fumais pas de cigarettes, je fumais pas d'alcool, parce que j'avais 16 ans, 15-16 ans. Et je me dis, bah, je vais acheter de la weed sur Internet et je vais la vendre au collège. Alors que je connaissais rien. Parce que j'avais vu une série à l'époque, un film de jeunes qui se mettaient à faire pousser de la weed et qui vendaient de la weed à leurs potes et qui devenaient riches. C'était le parcours. Alors, évidemment, tu te doutes bien que le modérateur que je suis doit préciser que c'est pas bien, c'est illégal, c'est même pas illégal. Pas bien. C'était totalement illégal. Mais voilà, ça commence comme ça. La vérité, c'est que ça commence comme ça. Et la seule façon que tu as d'en acheter, c'est de le faire justement avec Bitcoin. Et à l'époque, on est en 2014. Donc c'est Silk Road ou Silk Road, oui. Le 2.0, pas le 1.0, parce que le 1.0 avait été fermé en 2014. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont au 5 ou au 6. Je ne sais plus combien. Dès qu'ils le ferment, je crois qu'il y en a un qui sort à chaque fois. Et j'ai perdu quand même sur le 2.0 1,5 Bitcoin. À l'époque, $200. Une commande qui n'est jamais arrivée? Non, ils ont été fermés. En gros, j'ai fait mon dépôt. D'accord. Ils ont fermé le site, logo du FBI, CIA et tout. Et c'est du coup Bitcoin réquisitionnés. Et c'est les mêmes Bitcoins qui ont été, hyper drôle, qui ont été vendus en 2021 aux États-Unis aux enchères à $45 000. Les salauds.
Ah, c'est fou comme histoire. Et donc, c'est quand même hyper early. Alors, on se pose la question, quand un mec il rencontre Bitcoin en 2014, comment ça se fait qu'aujourd'hui, il n'est pas multimillionnaire ou même milliardaire? Alors, déjà, pas d'oseille quand je suis jeune. Quand je suis jeune, j'ai pas un rond. J'ai pas un rond et j'y vais petit à petit, quoi. J'y vais petit à petit. Pour moi, en fait, tout ce que je gagne, je le revends et je m'en sers pour acheter des bonbons. Je suis jeune. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à ce moment-là, Bitcoin, c'est plus une monnaie pour toi qu'un support d'investissement. Je comprends pas réellement encore l'investissement à ce moment. À ce moment-là, j'ai 14 ans. J'ai 14 ans. Pour moi, je cherche à gagner de l'argent. Et j'ai pas cette lucidité pour voir plus loin et me dire c'est un truc qui va valoir des millions. C'est plus quelque chose qui va me diriger vers la finance. Ça m'a posé des questions sur qu'est-ce que la valeur d'une chose, qu'est-ce que la valeur de l'euro, qu'est-ce que la valeur d'un bitcoin, pourquoi un bitcoin il monte et il descend, qu'est-ce qui donne de la valeur à une action. C'est plutôt ce qui m'a aidé à me questionner sur le fonctionnement de la finance et c'est littéralement ce qui a fait que je me suis dirigé vers la finance par la suite. Ok, c'est C'est ce qui a intéressant. fait que je me suis dirigé par la On finance. avance un petit peu justement dans ton parcours. Comment tu vas évoluer justement au niveau de la crypto parce qu'il y a eu 2017, où ça a Ouais. été le premier moment un peu mainstream. Après, on a eu 2020. Comment toi, tu vis ces cycles? Est-ce que tu les vis directement, personnellement, ou est-ce que tu les vois en parallèle de ton chemin? Alors, moi, je les vis jusqu'en 2017. Alors, on va prendre un peu. En gros, moi, dès que je découvre Bitcoin, très rapidement, je vends des PC au collège. Moi, mon bis au collège, j'étais un gros gamer. J'étais connu pour jouer aux jeux vidéo. Du coup, je mettais à l'époque une machine que tu achètes 3000 euros en magasin, tu pouvais la monter pour 1800 balles. Mais encore, je suis gentil. 1500 balles, t'étais fair enough. Tu pouvais la vendre à ton collègue à 2000 balles, il gagnait 1000 balles et tu gagnais 500 balles. Tout le monde était content. Du coup, bah, naturellement, je me mets à monter des ASICs et je me mets à faire du minage. En gros, je vais voir ma mère, je lui dis écoute, on va fabriquer une machine, tu vas me la financer, elle va fabriquer de l'argent. Et ma mère, elle me dit écoute, si tu me prouves que ta machine elle me rapporte plus d'argent qu'elle me coûte d'électricité, je te paye l'électricité. Et tout commence comme ça. Et pendant 2 ans et demi, tant que la machine elle meurt, je me lance dans le minage. Et à l'époque, il y a 25 bitcoins par bloc. Il y a très peu de hash rate. Je mine en moyenne. Je mine pas grand chose. Je dois miner 0,5 BTC par mois. Ça fait 50 dollars, tu vois, 50 dollars. Très rapidement, je me rends compte que tu peux miner de l'Ether, tu peux miner des trucs un peu plus du Litecoin, des trucs qui sont un peu plus rentables et être payé en Bitcoin. C'était ça, en fait, le mécanisme. Du coup, je réussis à monter à peu près un Bitcoin par mois, mais ça fait pas grand chose, ça fait 200 dollars par mois. Et moi, si tu veux, j'étais un gosse, j'achetais des bonbons en bas, j'avais pas d'argent de poche. Moi, je gagnais 200 euros par mois, c'est tout. Je vendais à la fin, généralement, ce que je faisais, c'est que j'achetais de la weed, j'achetais de la weed, je pouvais pas retirer du bitcoin à l'époque, il n'y avait pas Coinbase, il n'y avait pas tout ça, tu vois, pas. Maintenant, c'est facile, tu arrives, tu cliques, tu achètes de la crypto. Avant, pour retirer de la crypto, c'était un pinceau. Moi, je me rappelle, les premiers bitcoins que j'achète, je les achète sur localbitcoin.com. Il y a un mode escroc, tu dois envoyer de l'argent à un compte, tu dois attendre 3 jours, que l'autre il reçoit bien l'argent, virement c'est pas, et après, tes bitcoins ils sont transférés. C'était un pinceau. Tu vois. Et bref, et du coup, bah, c'est comme ça Après, que je minais. les cycles d'après où ça devient plus mainstream, justement, donc peut-être Mhm. 2017, à ce moment-là, il commence à y avoir les premières ICO, les premières plateformes. Moi, je suis maximaliste. Moi, je suis maximaliste pendant des années, et pendant des années, je ne comprends pas qu'il y ait autant de crypto-monnaies. Pour moi, j'aimais l'aspect hors numérique. C'était l'or numérique qui m'intéressait, c'était le fait de la rareté. C'est le fait qu'il y ait une rareté, qui soit finie, et j'adorais le principe qu'il n'y avait pas de patron. Moi, c'était ma philosophie, je voulais pas de patron. Et du coup, là, sur Bitcoin, il n'y avait pas de patron, alors que toutes les autres qui pop-up, il y avait toujours un chef qui disait moi je vais, moi je vais, moi je. Toi, tu vas rien du tout, à mon erreur. Et ça dépend certaines, parce que certains, j'aurais bien fait pas investir dedans, mais j'ai pas investi dans Ethereum, par exemple. Ethereum, pour moi, c'était nul, c'était pas logique. Par contre, je m'ouvre à l'écosystème en 2019 à ETHCC, deuxième édition, je crois. Ouais. Il n'y a pas grand monde. Hein. Il n'y a pas grand monde. Il doit y avoir une centaine de copains, majoritairement 90% des développeurs. 2018, ouais, 2018, je crois. Et je m'ouvre au développement. Et parce que moi, pour moi, je ne connaissais pas cette partie du monde. Je développais rien du tout. J'avais développé des petites applications, mais rien du tout. Enfin, encore moins, pas du tout les smart contracts. Et je comprends l'idée du smart contract.
Là, je me dis, OK, il y a un patron, mais le smart contract, il est autodidacte. Je lui donne le code, il exécute. Il est autonome. Il est Et, autonome, pardon. et Il est autonome. effectivement, le smart contract, c'est lui le patron. Ça veut dire, Voilà. sauf si tu as mis une porte dérobée ou un truc comme ça, normalement, il s'autogère tout seul. C'est le principe. Exactement. Et ça, du coup, ça me plaît bien. Je m'intéresse. Et en fait, pour moi, c'était du Bitcoin programmable. Et c'était littéralement ça dans les vidéos. Et Vitalik était un ancien Bitcoiner. Moi, je le suivais en tant que Bitcoiner parce qu'il était dans les confs. Et il pitchait dans les confs parce que son père était un gros Bitcoiner de base. Et du coup, j'ai aimé l'idée libertarienne qu'il avait. Et en fait, c'est qu'il voulait créer un Bitcoin programmable, ni plus ni moins. Du coup, je commence à m'intéresser à Ether. J'achète de l'Ether. Et j'ai toujours pas beaucoup d'argent en fait. J'ai toujours pas beaucoup d'argent. On est en 2019, je dois avoir 18 ans. Je dois avoir 18 ans et c'est le début où je commence à faire un peu d'argent. Et c'est là que je commence. C'est là que je commence. Tu vois, le BTC, il doit être à peu près à 10K. Le BTC doit être à 10K. Je l'ai vu monter, je l'ai vu descendre. J'y crois. J'y crois, du coup, le BTC, j'en achète. Je commence à en acheter un petit peu, notamment quand je fais les saisons. Quand je termine les saisons, généralement, je prends la moitié du cash que j'ai gagné, je monte à Paris. Et sur local Bitcoin, j'achète des BTC en cash. Parce qu'il n'y avait que ça. J'étais le début. Je connaissais bien la plateforme. Du coup, moi, je passais par local Bitcoin. J'aimais bien le principe que je pouvais acheter en cash, que ça m'arrangeait bien. D'ailleurs, la plateforme a fermé l'année dernière. J'étais très triste. J'étais très triste, ça faisait 10 ans. J'étais triste. Et du coup, c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça vraiment que ça commence. Et au moment où je commence à acheter en cash des crypto-monnaies, je commence à me constituer un portefeuille. Je commence à gagner de l'argent. Je commence à gagner de l'argent parce que je vis le bull run de 2021, surtout que j'arrive à Descoin. Je découvre ON du coup en 2019. À l'époque, Asher, c'est rien. Enfin, moi, je suivais ses vidéos depuis tout gosse. Moi, depuis 2000, quand je montais mes machines en 2015, 2016, je lui envoyais des mails. Du coup, c'était déjà. Moi, je l'avais vu un peu grandir. Il avait mon âge, ça m'arrangeait très bien. C'était un gars qui était jeune, qui n'était pas un vieux qui allait me dire et moi, à ton âge, rien du tout. C'est à mon âge, tu fais comme moi, ça m'arrange bien, on va être copains. Et je le vois grandir. Du coup, je vois Owen exploser. On a accès à 2-3 deals sympatoches qui vont nous faire gagner de l'argent, mais aussi je perds beaucoup d'argent. Vraiment, sur le crash de 2021, je me fais allumer sur FTX. FTX, je perds un paquet de blé. Robot de trading, je me fais arnaquer, j'investis dans des robots de trading, c'est une catastrophe. Je perds un blé monstrueux. Et après UST. Et UST, c'était catastrophique. Et là, je perds une quantité d'argent. Moralement, c'est très dur. Du coup, je ne gère pas du tout mon portefeuille parce que j'ai perdu trop d'argent. C'est le stablecoin de Terra Luna qui effectivement explose juste avant FTX, je crois. Je crois que c'est avant Oui. FTX. Ouais, c'est vrai que cette année-là, elle a été horrible. FTX crash. T'as dit quoi? C'est ce qui entraîne le crash d'FTX. Ouais, c'est systémique parce que tout est interconnecté, mais c'est vrai que c'était un stablecoin qui était algorithmique et qui dépendait d'une autre crypto qui s'appelait Luna et qui mintait et burnait du Luna pour peg le truc. Sauf qu'à un moment donné, ils se sont fait attaquer et là le stablecoin est tombé à zéro, le Luna est tombé à zéro. D'ailleurs, je raconte souvent aux gens que moi c'est là où moi j'ai fait le plus d'oseille avec Luna parce que moi, j'ai acheté à 1 et j'ai vendu aux alentours de 100. J'avais pas d'attache. Je savais même pas ce que c'était Luna. Je m'intéressais pas à UST. Je faisais pas de DeFi. Moi, j'avais acheté une crypto. Je la voyais monter. Et quand ça s'est effondré, j'avais vendu 90% de mon bag. Et je me suis dit, waouh, je savais pas que c'était tout ça, moi. J'avais pas le temps à l'époque de m'occuper de c'était quoi l'algorithme, le truc et tout. Et ceux qui se sont intéressés et qui ont vraiment cru que ça pouvait être le futur du stablecoin, parce que franchement, ça vendait quand même du rêve quand on y regarde rétrospectivement. 1% d'APR. Non, mais en plus, c'était du yield de malade, c'est ça. Ouais. Le yield, il était monstrueux. Tu avais 20% d'APR, c'était délicieux. Enfin, n'importe quel financier était là, il disait waouh. Tu vois, c'est là où, parfois, être juste un accumulateur et un trader, en gros, j'achète et je vends. Parfois, c'est mieux que d'être un financier qui va chercher du yield et qui va faire des loops et qui va maximiser ses risques, etc. Donc voilà, mais comme quoi, de toute façon, tout est risqué, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, sur ce coup-là, tu vois, on a eu une stratégie différente. Là, moi, j'ai gagné, sans doute qu'à d'autres occasions. Mais moi, j'avais pas de Luna, moi, j'avais que du stable. Ouais, mais c'est ça le pire. Moi, j'avais que du stable, et j'allais taper les APR, quoi.
Moi, j'avais fait un bel exit et BTC monte à 69. Je vends mes BTC à 60, entre 60 et 62 000. Très belle vente, très belle sortie. J'étais très content. Et je me suis fait défoncer. Quoi. Je me suis fait défoncer. À ce moment-là, je suis en Colombie. Moi, je suis en Colombie. Je suis en train de profiter de ma petite retraite dorée. Et je suis en train de pêcher. Je m'en rappelle très bien parce que je suis sur une île. J'ai pas accès à Internet. Mais en fait, je me suis fait péter parce que j'étais dans la triplex de Curve. Il y avait une pool de liquidité, ce qui s'appelait la triplex, qui était de Curve avec de l'USDT, de l'USDC et de l'UST. Et moi, je promenais mes poules à l'époque de par Bifi, qui est un agrégateur qui gère toutes les poules un petit peu partout sur la DeFi et qui vous obtient des meilleurs rendements et qui vous rajoute une petite couche de rendement avec du Bifi. Du coup, c'était rentable. Et en fait, pendant 3 jours, je ne vois pas ça passer. Parce que je suis déconnecté, moi je suis en mode à la pêche, j'ai mon harpon, je me détends. C'est quoi? C'est la vache là? Même c'était sur BNB là, non? Bifi, c'est la vache, ouais. C'est la vache. Et c'était sur BNB, non? J'ai vu ça, j'ai connu sur BNB aussi, ouais. Ah ouais, c'est moi, je me rappelle. Ça existe encore. Hein. Ah ça existe ouais encore. Hein. Okay, oh, Bifi, ça existe encore. Ils sont partout, ils sont cross-chain, ils sont sur toutes les chains maintenant. Et en gros, ouais, ils agrègent les meilleurs, ils te notent les poules par rapport au risque, par rapport au truc. Et moi, je m'étais fait niquer parce que je faisais que ça. Tu vois, moi, je prenais que les poules qui étaient 9,8 sur 10 maximum minimum. Parce que je mettais beaucoup d'argent. Alors, je me suis dit, il faut pas que je me fasse niquer. Mes couilles. Et alors là, pour le coup, toi, donc, tu vis un peu sur tes profits. Tu as décidé de partir au soleil. Et là, tu perds, alors pas tout, j'espère, j'imagine, en tout cas. Mais tu perds beaucoup. Je perds beaucoup. Tu peux nous donner quelques... Pour qu'on se mette à ta place. J'étais monté à 600, à 500K. Et là, je perds à ce moment-là, on va dire, sur un mois, je dois perdre 350 000 balles. Sans parler du PF qui se fait déchirer la gueule. Oui, et je descends. Est-ce que tu perds? C'est-à-dire que la crypto, en fait, elle va à la cave, elle ne remontera jamais. FTX, j'ai récupéré un peu d'argent il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, j'ai récupéré un peu d'argent. Ça, c'était génial. Ça m'a fait une bonne surprise. UST, mort. UST, moi, la triplex, c'est Terminado, mes 100K, merci, au revoir. Et je perds 150 000 dans des robots trading où je me fais arnaquer. Et là, je ne vois plus mon argent. C'est fini. Ouais. Merci, au revoir. Et puis, il y a le marché qui, évidemment, réagit mal à tout ça. Et donc, même les cryptos, genre un peu solides, un peu sympas et qui vont elles prennent du moins 30, 40, 50% en quelques semaines, quoi. Moi, j'avais beaucoup d'ailerons. Ailerons, ça se fait déchirer. Alors là, on peut en parler sans problème. On connaît bien ici. Non, mais c'est vrai que pour le coup, EGLD qui monte à 544 $, pareil, hein, moi je fais... J'aurais dû les vendre. En vrai, le pire dans cette histoire, c'est qu'il y a deux choses avec EGLD. Il y a un EGLD que moi j'achète à 12 $ avec une vidéo d'acheteur et qui monte à 544 $ et que moi je vends sans aucun problème, tu vois. Et après, il y a le MEX, le airdrop, qui là aussi va enrichir beaucoup d'entre nous, sauf ceux qui vont décider d'en acheter ou ceux qui décident de hold parce qu'ils pensent qu'un token de DEX, un DEX qui est déjà obsolète à ce moment-là, puisqu'il n'a pas de fonctionnalité de fou à ce moment-là. Mais en fait, moi, ces coups-là, tu vois, moi, je les joue bien. Mais à côté de ça, parce que je ne rentre pas dans le détail, tu vois. Moi, j'achète un coin, dès que je vois que ça pump ou fort, je le vends. Là où moi, je me fais niquer, c'est quand je décide à m'attacher à mes cryptos, et notamment aux NFT. Où là, par contre, j'achète, et là, je m'attache, et là, je ne vends pas. Et là, je perds une tonne d'oseille, tu vois. Donc, tu vois, chacun... Moi, les NFT, je n'ai pas fait. Okay. J'ai pas fait. J'ai pas aimé les NFT. C'est pas liquide. C'est pas liquide, les NFT, tu vois. Oui. Ça, je pouvais pas. Moralement, je pouvais pas cliquer sur un bouton et vendre. Je sais que maintenant, tu peux le faire avec... Oui, sur les marketplaces, ils te proposent des ventes instantanées. Par contre, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un en face. Et souvent, quand tu fais une instant sell, c'est au floor price. Hein. C'est-à-dire que tu vends, mais tu vends au minimum du minimum. Donc, ce n'est pas très intéressant. Mais bon, quand tu as besoin de cash, c'est vrai que c'est très pratique. Mais il y a des collections qui sont illiquides largement. Et alors, je ne te parle pas de tout ce qu'on a vécu avec les NFT qui se sont effondrés, il n'y avait plus rien, quoi. Mais ouais, en tout cas, ok. Donc tu vis ces montagnes russes. Comment tu les vis Est-ce qu'à un moment donné, tu penses à laisser tomber? Je suis déconnecté maintenant. Maintenant, en vrai, je ne vis plus. Enfin, dans le sens où ça monte, ça redescend. Non, mais à l'époque, là, c'est dur. Là, à ce moment-là où je perds beaucoup d'argent, c'est très dur. Moralement, moi, je suis dans une phase où
J'en parle pas. Déjà, j'en parle pas parce T'as que des, t'as j'ai des, perdu t'as trop des d'argent. amis, t'as une meuf, ta famille, comment J'ai ça se pas de passe au meuf. niveau personnel? Non, non. Non? J'ai pas de meuf. J'ai la famille. J'en parle pas à la famille dès le début. Ah oui, Mais j'ai les potes du bureau. Moi, en gros, ma famille, ma famille c'était Meria Descoings. Moi, bien on a sûr. grandi ensemble. Du coup, on a bouffé la merde et on a survécu à des victoires ensemble. Du coup, j'ai une bonne discussion avec Owen. Mais avant ça, j'ai une discussion avec mon père, avec mes deux parents. Bon, après, je les appelle. Et ça doit faire 4 mois que l'affaire elle est passée. Et j'annonce à mes parents que j'ai perdu 350 000 euros. Et là, je reçois le message que je ne m'attendais pas. Et mon père qui me dit tu te rends pas, je me fais engueuler. Je me fais engueuler et je m'attendais, tu vois, vraiment à du réconfort de la part de mes parents là. Et mes parents qui me balancent à la gueule, mais tu te referas jamais. Moi, j'étais au bout du bout. Je suis là, je me dis, ça y est, c'est la fin. Il y a tout mon monde qui s'effondre. Et en gros, là, je vais voir Owen le week-end qui suit, parce qu'il me voit que je suis déprimé. Et on va bouffer ensemble le soir. Et il me donne une bonne phrase qui m'a fait remonter le moral et qui m'a bien fait réfléchir. Et il m'a dit, tu vas prendre ton téléphone et tu vas demander à tous tes potes qui est-ce qui est capable de dire qu'il a perdu 350 000 euros. Parce qu'il me dit, pour les perdre, il faut être capable de les gagner. Et cette phrase, elle m'a fait beaucoup de bien. Parce que c'est vrai que j'ai parlé à plein de potes et que je me suis rendu compte qu'on était dans un monde qui était déconnecté. Et c'est là que vraiment je prends conscience du fait que l'argent, c'est quand même c'est un monde à part. Et encore aujourd'hui, je le vois. Enfin, tu peux pas parler d'argent avec tout le monde. C'est pas quelque chose. Et encore moins quand tu es dans la crypto. Encore dans la crypto, tu as vraiment cette ouverture d'esprit. Mais quand tu es dans la crypto et que tu parles à des gens qui sont pas dans la crypto, ils comprennent pas cet univers. C'est plus compliqué, je trouve, de parler d'argent. Et c'est ça aussi qui a simplifié les choses avec la crypto, c'est que ça a rendu la discussion plus simple. Parce que les gens qui sont dans la crypto, ils voient, tu prends des 400%, des moins 300%, mais c'est rapide, c'est rapide. Et tu as cette création de richesse qui se fait, qui se défait, mais rapidement. Ce qui fait que des gens comprennent un jour, tu peux avoir beaucoup d'argent et un jour, tu peux en avoir plus beaucoup. Mais il y a une compréhension, je trouve, plus simple de ça. Et du coup, ouais, c'est à ce moment-là, j'en parle. Et aujourd'hui, je suis quand même beaucoup plus à l'aise. Aujourd'hui, ça monte, ça descend. J'ai bien compris qu'il fallait hodl du Bitcoin et de l'Ether. Même si l'Ether, il fait un peu mal et qu'il remonte, ça me fait un peu du bien là, parce qu'il faisait mal. Mais moi, j'ai toujours été un gros Bitcoiner, mais je me suis encore refait avoir dans ce cycle. Dans ce cycle, je me suis fait avoir sur les privates. Parce qu'on faisait beaucoup de privates cycle 2021 qui se sont très bien passés. Les privates, c'est Vraiment. quand un projet, il fait une vente privée et pour ça, il va contacter les membres de l'écosystème, alors soit des KOL, soit des builders, soit des entrepreneurs, et il vous propose une allocation du token à venir avec un SAFT et il vous le propose avec un prix évidemment plus intéressant. Mais à côté de ça, vous avez des conditions de cliff et de vesting, évidemment, c'est normal. Et donc, quand vous commencez à toucher vos premiers tokens, il arrive parfois, souvent, que le token valent déjà plus rien. Mais tu as le sentiment, parce que tu es privilégié de pouvoir rentrer avant, de te dire, il ne faut pas que je passe à côté de l'opportunité. Surtout qu'en général, on te le vend bien, un pitch deck. Alors, la vérité, c'est qu'en 2021, peu importe ce que tu signais, mais vraiment, on en a signé en 2021, peu importe la merde que tu signais, ça pumpait. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de crypto-monnaies sur le marché. Et du coup, on a monté un petit fonds avec des copains pour injecter de la liquidité. On avait à peu près 400 000 euros injectés dans différents projets. Du coup, vraiment, pendant un an, de 2022 à 2023, je fais le tour de tous les gars qui lèvent. Et pas tous, mais j'essaie d'en avoir le maximum. Et on met une quinzaine de tickets dans des boîtes. Catastrophique. Vraiment catastrophique. Genre, tu peux donner quelques noms. Certains sont sans doute aujourd'hui, ils n'existent plus. De qui on parle? Ouais, en nom qui s'est bien passé, je donne un nom qui s'est bien passé, c'est My Lovely Planet. Sauf qu'on ne s'attendait pas du tout que ça se passe bien. Ah oui. On ne s'attendait pas, mais alors, pas du tout. Tu vois, genre, c'est un truc qu'on n'a pas mis grand-chose parce qu'on s'est dit pour la science. Pour la science, le mec me plaisait bien. Et en fait, moi, j'étais très chaud parce que j'aimais beaucoup l'entrepreneur. Et des potes autour de moi, ils me disaient le projet, c'est de la merde. Du coup, on n'a pas mis beaucoup. Erreur, ça a été le seul meilleur coup qu'on a fait. Sinon, en projet qu'on a fait, on a eu MetaFight, pas mal de projets français, ça s'est pas bien passé. On a eu Artera, projet français, c'est down, c'est catastrophique.
Qu'est-ce qu'on a eu comme projet On a fait Atom ça s'est bien passé sur Elrond, avec un H. Lui, c'est bien Atom, bien passé. sûr. On connaît bien ici. D'ailleurs, gros amas jeudi matin à 10h avec le PDG, le CEO de Atom, mais aussi de Soul, qui sort un projet. Je suis rentré sur Sol. Ça, je l'ai fait. Et ben Sol, gros amas avec le fondateur jeudi à 10h. Pendant 1 heure, on lui posera toutes les questions, parce que c'est le prochain Launchpad sur X Launchpad de Multiversix, mais vous pouvez aussi participer à la vente en dehors de l'écosystème directement sur leur site internet. Donc voilà, donc prenez rendez-vous jeudi matin à 10h. Ok, donc tu rentres quand même sur certains projets, tu fais quand même quelques trucs qui marchent bien, d'autres un petit peu moins. Mais ouais, bon, ça n'a pas été. En fait, le gros problème, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait mal géré le truc, c'est qu'on n'a pas fait des tickets pareils partout. Tu vois, c'est ça. Et en fait, on y a joué plus par sentiment, de trucs où on croyait vraiment que ça allait péter avec des allocs. On votait ensemble combien on allait mettre dans ce projet. Et en fait, tu es dans un moment où tu as de l'argent. Moi, je prends pas mal d'airdrop en plus à ce moment-là. Du coup, j'ai de l'argent qui rentre. Et quand ça rentre, c'est plus facile à sortir. C'était plus facile sur le fait de aller, viens, lui, on lui met 20 000, lui, ça va bien se passer. Et tout se passe un peu comme ça. Et du coup, on fait pas les bons choix. Notamment, tu vois, Tada, on a mis un gros ticket dans Tada. Tada, c'est pas bien passé. Tada, c'est dur, c'est vrai. Bah, William en a parlé récemment dans une interview, je crois, chez Blocks, dans lequel il explique comment il vit le truc, comment le token explose et comment il s'effondre et comment il doit gérer avec la communauté. Il refait la tokenomics et il avoue lui-même que il connaissait pas en fait le métier de lancer un token avec ce que ça implique. En fait, c'est pas juste tu lances un actif, c'est que derrière, tu as du market making, tu as des whales, tu as des mouvements de marché, tu as une tokenomique à gérer. Et en fait, il reconnaît, je trouvais ça très honnête de sa part. Après, on n'aime pas, on a perdu de l'oseille. Il y a un truc qui est bien, mais un truc qui est valorisant. C'est un des seuls que j'ai entendu dire dans une interview, en fait, on ne savait pas. Et j'ai trouvé ça très courageux quand même, pour le coup. Mais il bosse, tu vois. William, je le connais, je l'ai au téléphone souvent. William, il bosse. Parce qu'il investit dans ma boîte. Tu vois, il investi dans ma boîte, du coup, on s'est avant Tada. Et je pense que le token, et c'est malheureux, n'est pas forcément le miroir du travail de l'équipe. Ça n'a rien à voir. Hein. Le produit est génial, le produit marche super bien. C'était peut-être pas assez crypto-friendly. C'était pas assez degen. On est dans un mood. L'application mobile, ils font que du web, si j'ai bien compris maintenant. Ils se tournent vers le web, ils arrêtent l'appli mobile, je crois. Ouais, ils font que du web maintenant. J'ai vu ça quelque part. En tout cas, il y a l'application plus le web. Mais ils ont prévu de faire du web. Ils veulent se diriger vers du web. J'ai eu cette discussion avec. Je crois avoir lu, d'ailleurs, on a Odile dans les commentaires qui connaît parfaitement Tada et qui pourra peut-être nous dire. Mais je crois avoir compris dans une dernière annonce qu'ils allaient un petit peu laisser tomber l'appli pour se concentrer. Non, mais en tout cas, c'était le projet pour se concentrer justement peut-être sur une expérience utilisateur. Ouais. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est ok. Alors, Marvin, moi, ce qui m'intéresse. Après, on va avancer un peu, mais il n'y a pas de ligne dans cette interview. Tu as compris, on parle de plein de trucs. C'est que toi, tu es dans l'écosystème, tu es un peu pote, entre guillemets, avec tout le monde, puisque tu fais des confs, tu bois des coups, tu vas dîner, tu es contacté lorsqu'il y a des sales. Et là, est-ce que c'est facile de faire la part des choses entre c'est mon pote, je l'aime bien, et en même temps, il me demande de l'oseille, compliqué de dire non. Surtout que j'ai peut-être donné à l'autre qui me connaît. Et inversement, tu as aussi le fait que cet argent que tu peux potentiellement investir, ce n'est pas de l'argent qui vient de ton travail, de te lèves le matin et tout, mais qui vient d'airdrop ou qui vient de profit. Et donc, tu as le sentiment de c'est des profits. Je les réinvestis. Tu vois, alors, comment tu gères ça? Totalement. Alors, déjà, je ne suis pas un gros dépensier dans ma vie. Je suis pas un gros. J'aime bien me faire plaisir quand c'est les vacances. Tu vois, quand c'est les vacances, généralement, on part entre potes avec toute la bande Myriad, Escoil. On part en Corse. Le nouvel an, on va se faire un pays dans l'Europe de l'Est. On se fait un kiff pendant 3-4 jours. Et là, à ce moment-là, généralement, on dépense un peu. Mais de base, je ne suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup d'oseille. Par contre, ça ne me dérange pas d'envoyer 15 000 € dans une private.
J'ai un gros problème avec ça. Je considère que l'argent est fait pour être investi. Pour moi, l'argent appelle l'argent et je le vois parce que je l'ai vécu de par certaines personnes de mon entourage et je l'ai vu. Ça a été vraiment une strat chez eux. T'investis, tu réinjectes et au bout d'un moment, bah, ça marche. Ça marche et tu tombes sur le truc qui fait que. Et surtout, moi, ce qui me plaît dans le fait de mettre des tickets dans des boîtes, il y a deux choses. C'est ton ego personnel. Ça fait beaucoup de plein de pouvoir accompagner des entrepreneurs et d'avoir des. Tu as le droit à des discussions que tu n'aurais pas si tu n'étais pas investisseur. Et ça, moi, en tant qu'entrepreneur, ça m'aide beaucoup. Parce que tu vois, tu as le droit d'avoir un call avec un gars, avec le CEO, qui a levé peut-être, je sais pas, X millions, et lui poser des questions parce que tu as mis un ticket dans sa boîte. Du coup, il te doit de répondre, tu vois, au coup de Mais ça téléphone. veut dire que ton coup de fil, il t'a coûté 15 000 balles, quoi. C'est plus cher qu'Oussama. Ouais, ouais, c'est pas possible. Mais théoriquement, il peut te rapporter de l'oseille. La différence, c'est qu'avec Oussama, tu es sûr de ne pas le revoir. Tu as une petite possibilité de le revoir. Mais oui, c'est ça un peu le principe. Et deuxièmement, dans le business, c'est bien. Tu vois, même aujourd'hui, ça m'aide un peu dans Vena. Quand tu mets des. Ça fonctionne que comme ça, l'entrepreneuriat. De toute façon, tu vas voir des gars, tu investis dans leur boîte. Tu retournes les voir 2 ans après, tu vois, moi, je lève des fonds. C'est les mêmes dans lesquels tu as investi. Généralement, si ça s'est pas trop mal passé, ils te remettent un ticket chez toi, tu vois. Alors justement, c'est ma deuxième question. Est-ce que pour tous ces investissements que tu as faits, est-ce qu'aujourd'hui, ceux-là sont là quand tu as besoin quelques années Pas, après pas tous. Parce que pas tout le monde est arrivé dans le Web3 pour la bonne raison. Beaucoup ont vu l'Eldorado de la crypto comme le truc pour devenir multimillionnaire. Beaucoup ont abandonné, ont craché en plein vol. Même des gars qui ont levé beaucoup, beaucoup d'argent. Tu vois, j'ai mis un petit ticket dans Oxia Origin. Oxia Origin, c'est un peu la galère. Alors qu'ils ont levé un paquet de blé. Mais non, pas forcément, pas tous. Et je pense que c'est ça aussi, hein, c'est le but du jeu, quoi. C'est les règles du jeu. Il y a des projets qui n'ont même pas lunch. Hein. J'ai des projets qui nous ont appelés, qui nous ont dit bon, écoutez, on a raté. On lunchera pas. On lunchera pas. On lance la même coin. Si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas. Et là, tu te dis, mais tu serais dans la finance tradie. Le mec qui te dit ça. En fait, j'étais dans une discussion. J'étais avec. Bon, on peut pas en parler. Mais catastrophique le coin. Le CEO, le projet Padox, c'était Orange Layer. Orange Layer, prouesse de malade au moment où ça sort. Restacking de Bitcoin. C'est the truc. Tout le monde en parle. À ce moment-là, ça pète parce qu'il y a tous les layers 2 sur BTC qui arrivent. C'est les mêmes périodes des ordinals, des runes et tout le binso. Ça, c'est to the moon. On rentre et tout. Pas beaucoup d'allocs qui levaient que 500K. On va récupérer. Et les gonzes, 6 mois, 8 mois. Ils étaient censés luncher en 4 mois. 4 mois, 6 mois, 8 mois, rien. 1 an. On reçoit un message, bon, on a réfléchi, on ne sortira pas le token. On lance un AI agent, si vous voulez, par contre, vous pouvez acheter le token. Tu te dis, mais à aucun moment, ça, c'est possible. Gars, il t'envoie ça sur Telegram. Et ça, tu n'as aucun recours à ce moment-là où tu te dis ça fait partie du jeu? Ça fait partie du jeu. Moi, je suis détaché. En fait, pour gagner, il faut perdre. Ça, pour moi, tu es obligé de perdre. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, clairement, ils ont utilisé l'oseille, on ne sait pas pourquoi. Ils n'ont même pas lancé, ils n'ont même pas échoué. En fait, ils n'ont même pas lancé le projet. Donc là, tu es dans un cas où tu as donné de l'argent. En plus, j'imagine, tu n'as pas de suivi sur les dépenses. Donc ça se trouve, l'oseille. Voilà, quoi, tu vois. Donc là, c'est pas juste tu as perdu parce que tu as pris un risque. C'est que là, limite, on est à la limite de l'escroquerie. Ça, dans la finance tradie, ça n'existe pas, un truc comme ça, tu vois. Sans recours. Je suis d'accord. Le SAFT, c'est le pire contrat entre deux invests. C'est comme les safes, c'est très très peu encadré. Il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Tu peux rien faire, quoi. C'est vraiment. C'est risqué. Ouais. Bon, après, effectivement, tu es conscient des risques, surtout quand ça fait des années que tu le fais. Mais bon, est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as appris? C'est quoi le truc aujourd'hui que tu referais pas et vraiment le truc, la leçon que tu as tirée en tant qu'investisseur? Parce que ça peut aider aussi ceux qui nous écoutent et qui. Je ne rentrerai pas sur des gros rounds. Tu vois, maintenant, je rentrerai que sur du pré-seed ou du seed maximum. Maximum sur des petites valos avec des gars qui. Je parierais sur les entrepreneurs. Et tu vois, c'était ça ma strat au début. Et c'est ce qui m'a fait marcher sur MyLovely. Tu vois, MyLovely, j'avais bien aimé le gars. Et on l'a croisé en pré-seed et ça s'est bien passé. Tu vois. Je parierais que sur de la pré-seed et de la seed.
Tu vois, c'est ça la leçon que j'apprends, parce que je suis rentré sur des gros rounds. Et en gros, souvent, en fait, dans le moment du 2022-2023, quand je signe pas mal de privates, quand tu reçois des blurbs, en gros, c'est des copier-coller sur WhatsApp avec un espèce de pitch deck où on te dit il y a tel invest au capital, tel invest, tel invest, tel invest, t'as Binance, t'as machin, t'as truc. Tu te rends compte d'une chose, c'est qu'au moment où ils sont là, c'est déjà trop tard. Parce que la valo, elle a explosé. Et ça, c'est pas bon. Du coup, ça, alors, j'ai rentré dans beaucoup de tokens comme ça sur des grosses valos. Notamment le dernier là, que j'avais fait, c'était Folk. Folk, on est rentré sur 350 millions. Je sais maintenant très bien qu'on ne verra jamais notre blé, mais c'est impossible qu'ils tiennent leur valo. C'est impossible. C'est un DEX. Jamais ils tiendront 350 millions de valo. Et tu vois, j'avais croisé Usual. Usual, j'ai pas, voilà, c'est valo énorme. Mais voilà, ma leçon, ça serait de rentrer que sur des pieds de valo. Je ne rentrerai pas en dessus de 25 patates. Ok. Ok, c'est intéressant. Okay. Alors, si on revient un petit peu sur ton parcours, on avait parlé dans la dernière émission de Descoin, où tu avais commencé en tant qu'assistant, je sais pas quoi, puis ensuite tu es passé CRO, donc C-level. Alors, Descoin, peut-être on rappelle ce que c'est, hein, en 2 mots, si broker, tu peux. Broker de crypto-monnaie, c'est le Coinbase-like à la française. Ok, donc une application, un peu CoinHouse, on peut dire, mais plus orienté. CoinHouse, c'est pareil. Non, ouais. non, c'est CoinHouse. On est concurrent direct de CoinHouse. CoinHouse se vend plus comme une néobanque. Et c'est vraiment leur stratégie, c'est qu'ils veulent devenir la néobanque. Et alors que Descoin reste plus sur la partie vraiment broker, achat-vente de crypto-monnaie. Aujourd'hui, ils ont un petit switch sur un produit qui font le flow pour justement permettre à n'importe quel projet de venir intégrer un plugin sur leur site pour pouvoir faire du on-ramp, off-ramp, achat-vente de leur propre token et faciliter un petit peu toute l'interface, notamment de par le PSAN en Europe avec Mika. Mais de base, c'est simplement pour acheter et vendre des crypto-monnaies de manière simple. Et donc là, toi, tu vis. Alors là, on a un parcours un peu parallèle tous les deux, puisque moi, à ce moment-là, je développe Bicep, toi, tu développes Descoin, donc on est tous les deux des brokers. Alors nous, on fait le pari des commerces de proximité, vous, le full digital. Mais en tout cas, on vit un peu les mêmes épreuves. Un marché qui fluctue, une réglementation qui se durcit, qui à un moment donné devient même très, très, très difficile à gérer. Et encore, toi, tu pars il y a 1 an, à l'époque où il n'y a pas encore Mika qui est à l'œuvre, mais on a déjà PSAN renforcé. Donc, tu vois quand même. Quand j'arrive, il n'y a pas de PSAN. Quand j'arrive, il n'y a pas de PSAN. Tu pars. Quand je pars, oui. Il y a Mika déjà. Il y a Mika qui est en place. Il y a Mika déjà, puisque Mika, je crois que ça commence le 30 juin l'année dernière. En application. Et partiel. En application, tu as raison, ça commence le 30 juin, mais par contre, et total au premier préparé, quoi. Ah oui, déjà, ça fait 2 ans que ça avait été voté. Ouais, c'est ça. Non, oui, je parle de l'application. Et puis, dans tous les cas, pour les PSAN actuels, le Mika, c'est dans 1 an et demi. Hein. Oui, parce qu'il y a clause du grand-père. Exactement. Okay. Alors, quand même, ça m'intéresse, par contre, quand même, que tu nous racontes, parce que, voilà, moi, je l'ai vécu et c'est fou, c'est que nous, on se lance dans l'entrepreneuriat crypto. À l'époque, c'est le Far West. Tu n'as pas de réglementation. C'est-à-dire que les cabinets d'avocats, les cabinets de conseil essayent de faire entrer des ronds dans des carrés en s'inspirant de ce qui existe déjà dans la finance tradie, etc. Comment vous… Tu vas d'un avocat à l'autre, c'est différent. C'est quoi? C'est le bordel. La compta. Moi, je faisais la compta. La compta, c'était tout un procès aussi. Tu allais voir un comptable, il te disait non, il faut le mettre là. Tu allais voir un autre, il te disait non, il faut le mettre là. Putain, mais oh, c'est quoi ces conneries? Tu payes les gars des sommes faramineuses pour des trucs qu'ils ne comprennent même pas. C'était mais d'une frustration sans nom. Et en plus, faire de la compta dans un broker où tu passes 2-3 millions de volumes par mois, où il faut réassocier les transactions ensemble, savoir que tel achat, ça correspond à telle ligne dans l'order. Mais c'était un travail, mais la clôture avec les commissaires aux comptes, oh là là, cette affaire, c'était catastrophique. Pendant 3 ans, je bouffe ça. Et pour ceux qui nous écoutent, on peut se dire intuitivement, mais pourquoi tu ne contactes pas tout simplement le fisc et tu leur demandes qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, parce que, en fait, tu as 2 façons de réfléchir quand il t'arrive un problème. Soit tu te dis, tu vas voir un avocat, il te dit c'est flou, et on peut jouer sur le flou, parce que si tu contactes l'AMF, c'est notamment l'AMF, c'est pas une question du fisc, c'est notamment l'AMF à ce moment-là, tu peux leur demander qu'ils te donnent une lettre. Si tu as une question, un rescrit. Et c'est la lettre qui va faire foi. Si c'est flou et qu'ils te disent non,
t'es baisé. T'es baisé parce que c'est plus flou. T'as eu non. Ouais. Alors, sur la jaune grise un peu. Tu joues sur la ligne grise. C'est ça le business. De toute façon, le business, c'est jouer sur la ligne grise. Un entrepreneur qui gagne de l'argent, c'est qui joue avec les règles. Mais du coup, on prend le pari au début sur 2-3 aspects de demander des choses. Et à chaque fois, on prend un non. Et du coup, après, on s'est dit, on va jouer avec la ligne grise, parce que sinon, on va se prendre des noix à chaque fois. Déjà on essaie de faire toutes les choses bien et qu'on se fait allumer par rapport aux concurrents. Tu voyais des Bybit, des Binance qui n'avaient aucune régulation, qui faisaient de la pub en France. Et là, tu te dis, toi, tu es là, tu es régulé, tu payes des millions alors que tu es une start-up pour avoir des bureaux compliance, des gars qui vont bosser, qui vont faire que ce que tu fais, c'est à peu près légal. Et c'est catastrophique. Du coup, après, on a joué en mode strat. Bon, on ne demande pas. Si c'est flou. Si c'est clair, c'est clair. Et on avance comme ça. Non, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, alors aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas et encore, mais c'est vrai qu'on a connu, nous, l'époque où les entreprises françaises, elles avaient déjà des règles compliance qui étaient quand même très intenses. Et puis à côté, on avait moi, je me rappelle avoir reçu Binance dans le bureau parce qu'il allait voir tous les PSAN pour potentiellement en racheter un parce qu'il ne voulait pas passer l'agrément. Sans doute que tu as vécu ça aussi, tu vois. Finalement, ils arrivent à l'avoir quand Sisi vient dire je vais mettre un fonds de 100 millions pour l'écosystème crypto, ministère des Finances. D'ailleurs, on n'a jamais vu le fonds de 100 millions. Tu l'as vu, toi? Donc, en fait, nous, on vit un petit peu cette espèce d'injustice où on dit, nous, on essaye de faire les choses bien. On est français, on veut rester en France parce que on va en parler à un moment donné, cet appétit de se dire, tiens, pourquoi je me barre pas, en fait. Récemment, encore Owen sur Twitter, j'ai retweeté un post dans lequel il dit, j'habite à quelques kilomètres du Luxembourg. Ça me coûterait rien. Ça me prendrait quelques minutes de tout changer, d'aller là-bas et tout. Et je ne l'ai jamais fait. Et aujourd'hui, alors, il disait ça à l'occasion, je crois, d'une défaite judiciaire pour des raisons, je crois, de comptabilité ou de ressources humaines, je ne sais plus. Bref. Mais en tout cas, il explique que voilà, donc ça fait des années, je reste là, je paye mes impôts, je fais des trucs dans la nuit. Et là, en gros, je me fais tabasser et qu'il suffirait juste que je passe la frontière. Alors ça, sans compter les problématiques de sécurité, etc., on pourrait revenir si tu veux. Est-ce que toi, Marvin, à un moment donné, tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fous encore là? Une phrase qu'on entend. Moi, j'ai jamais autant entendu cette phrase dans les événements crypto. Moi, en ce moment, je le lis beaucoup. Je le lis beaucoup parce que l'entrepreneur français est entraîné à lever de la dette. C'est-à-dire que l'entrepreneur français, son métier, c'est de se dire, je vais aller chercher de la dette et de la subvention. C'est comme ça que ça fonctionne en Europe. Parce qu'il y a très peu de financement privé. Le peu qu'il y a, il ne suffit pas pour aller taper des nouvelles licornes. Les licornes, elles sont assujetties aux OGM, des subventions et de la BPI. C'est comme ça qu'elles deviennent des licornes. Et le peu de boîtes qui arrivent à le faire, c'est généralement des boîtes qui partent lever tout de suite à l'étranger et qui se détachent totalement de l'image française. Aujourd'hui, tu vois que 95% des projets français, ils ont tous foiré. Je dis ce que j'investis dans plein de projets français. 95% des projets français, ils ont tous foiré parce qu'ils n'ont pas réussi à terminer leur levée de fonds. Tout le monde te dit, je suis à 80% de ma levée, c'est de la connerie. Ça, il ne faut jamais écouter quand quelqu'un, vous allez voir un invest et qui vous dit j'ai clôturé ma levée, je suis à 90, 85%, c'est de la connerie. Il est à 20% et il vous dit ça. Il me reste encore un peu de place pour toi. Ouais, il me reste un peu de place. Il me reste un peu de place pour toi si tu veux rentrer, la vérité. Non, ça, c'est de la connerie. Mais du coup, non, entreprendre en France, c'est compliqué. C'est beaucoup de papier, beaucoup de rendez-vous. Et au final, tu ne te concentres pas sur faire de l'argent. Et alors, tu aurais des façons d'accélérer plus rapidement et avoir plus. Tu vois, ce qui est important, c'est des introductions. Et c'est ça, la BPI, elle ne peut pas te le faire. À part demain, si tu travailles dans des secteurs particuliers et que BPI, tu as des relations pour. Mais BPI, elle te donne du financement, mais elle ne te donne pas le carnet d'adresse du VC qui a déjà investi dans 20 projets avec lesquels tu peux bosser et lui qui va te mettre en relation tout de suite avec le CEO et qui va te dire allez, il faut que vous bossiez ensemble, j'ai mis un ticket de chez vous, trouvez synergie. Ça, c'est plus intéressant. Tu vois. Et ça, on ne l'a pas beaucoup en France. Deuxième problématique, les VC français investissent que dans du B2B. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout du business retail. Du coup, tout ce qui va être du Descoin, de la crypto, ça n'a pas du tout d'intérêt pour eux. Eux, ils veulent du B2B. C'est le premier truc qu'ils vont te demander. Qu'est-ce que tu fais comme business dans le B2B? Sinon, ils n'investissent pas. Il y a ça aussi. Et sinon, le cadre. C'est quand même la casquette de réglementaire, fiscal.
la lourdeur même j'ai envie de te dire, même de droit du travail. Enfin là, c'est pas juste propre à la crypto, mais la vérité, c'est qu'entreprendre en France, c'est un parcours du combattant dans lequel on va… Tu sais, moi, je parlais avec un mec qui récemment s'est expatrié aux Émirats Arabes Unis. Et je lui pose la question, on raconte voilà, comment ça se passe très concrètement. Il me dit, bah, c'est simple, ici, quand j'ai une difficulté ou une question, l'administration va prendre un rendez-vous avec moi, on va analyser le problème ensemble et ils vont m'expliquer comment faire en sorte de le résoudre. Tu vois. En France, c'est pas tout à fait pareil. En France, on va attendre que tu fasses une erreur et là, on va venir te tabasser et au tribunal et amende, sanctions. Aussi évidemment des articles dans la presse pour casser un peu ta réputation si ça suffisait pas. Et voilà. Et c'est vrai que cette mentalité pro-business, elle manque un peu, mais ça c'est l'Europe d'ailleurs en général. Et toi, tu as aussi dans ton entourage ou dans l'écosystème que tu côtoies, tu as le même retour. Ça devient de plus en plus compliqué de défendre la France comme une terre d'entrepreneurs. En fait, même tu vois, demain, tu es une startup, tu as embauché des gens, tu vas payer un gars, tu vas le payer 3 000 euros. Le mec que tu payes 3 000 euros par mois, il te coûte 6 000 euros. Ça, c'est parce que tu es en France, que tu as plein de charges patronales, sociales, associées à son salaire. Le mec, il est en face de toi, il te dit je vais te faire augmenter. S'il est augmenté de 500 balles, pour toi, dans ta tête, c'est 1 000 balles en plus. Ça, c'est chiant. Tu vas à Dubaï, un mec que tu payes 5 000 euros, il te coûte 6 000 euros. Du coup, déjà, ça, c'est quand même avantageux. Mine de rien, ça permet de redistribuer la valeur ajoutée. Ce qui est chiant, c'est que l'argent, tu ne sais pas où il va. Tu as l'impression que tu jettes de l'argent par les fenêtres et qu'il disparaît et que tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils en font. Parce qu'à côté de ça, tu as les taxes, tu as les impôts. Il y a des avantages à entreprendre en France quand tu fais de la R&D. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blockchains qui se positionnent en France. Tu as quelque chose qui s'appelle le CIR, qui permet de refacturer à l'État une partie des frais associés à ton salaire. Crédit impôt recherche. Tu peux cuter 30% de tes dépenses de tech. Ça, c'est quand même un gros avantage et c'est pour ça quand même que beaucoup de startups qui font de la R&D se positionnent en France. Ça, c'est très connu. Pas forcément tech, hein, mais même dans de la R&D, dans tout ce qui va être dans le médical, ça fonctionne bien. D'ailleurs, j'en parlais récemment avec un mec qui me disait, je ne sais plus qui, mais en gros, il me disait, lancer sa boîte en France, c'est cool. Tu as accès à une tonne d'aides. BPI, subvention, CIR, genre une tonne. Mais par contre, quand ta boîte elle commence à générer du chiffre, alors là, par contre, tu n'as plus aucun intérêt à rester ici. Et c'est pour ça qu'on perd aussi nos talents, que ce soit les entrepreneurs, mais aussi les meilleurs employés, etc. Parce qu'après, quand tu veux scale, bah là, ça devient beaucoup plus compliqué, quoi. J'y crois encore. Moi, j'y crois encore. Et en fait, tu vois, la discussion, quand je discute de ça avec des gens qui me disent c'est pas bien d'entreprendre en France, je dis je peux pas penser comme ça pour la simple et bonne raison que je suis en train d'entreprendre en France. Tu vois, c'est comme se dire demain, j'aime pas le tennis, mais je vais jouer au tennis. Tu vois, c'est pas pareil. Pas pour moi, demain, tu sais, je peux pas dire j'aime pas entreprendre en France, c'est de la merde, alors que je suis en train de le faire. C'est-à-dire que évident je me une balle dans le pied. C'était évident pour toi de lancer en France ou est-ce que tu as réfléchi à le lancer ailleurs? Non, ouais, c'était évident, de un, parce que tout mon réseau aujourd'hui dans la crypto, il est en France. Et de deux, parce que voilà, pour le moment, moi, je veux essayer. En fait, je veux vraiment essayer du vrai. C'est pas la première boîte que je monte, on va dire que c'est la première grosse boîte que je monte où je vais lever de la dette, des fonds. C'est ça aussi qui est intéressant. Je me donne une chance de le faire en France. En vrai, moi, dans mon plan, j'ai acheté mon appart et tout. Je monte mes bureaux dans ma boîte, mes bureaux dans mon appartement. Ça me permet de récupérer une partie de mon loyer comme ça aussi en passant. Et l'objectif, c'est de me dire, je me donne un essai. J'ai 27 ans, je la foire, c'est pas grave. Mais si ça foire, il y a grande chance que je me bats. Ouais, je comprends. Effectivement, ouais. Mais c'est horrible. Enfin, c'est horrible. En même temps, ça fait partie du jeu d'un entrepreneur de se dire si je tombe, je me relève. Mais quand tu es au cœur du réacteur et que tu as déjà cette réflexion-là, c'est pas ouf, quoi. Là, je t'écoute et en vrai, c'est pas le discours qu'on a envie d'entendre. Moi, je te remercie de cette transparence, vraiment. Mais en vrai, c'est pas le discours qu'on a envie d'entendre d'un entrepreneur. Tu vois, c'est ça. Moi, je te dis la vérité, ça me fait du mal, tu vois, ça me fait chier. Pour ça, moi, j'ai décidé de monter une boîte de consulting. J'ai pas de salariés, j'ai pas d'associés, je travaille pour moi. Et en vrai, je lève pas de fonds et je fais mon taf et je limite au maximum le périmètre d'attaque de tout ça, tout en restant dans l'écosystème crypto blockchain que j'adore, tu vois. Mais parce que moi,
j'ai monté une boîte, j'ai vécu tout ce dont tu parles et tout. Et en vrai, ça m'a vacciné pour un temps. Hein, j'y reviendrai peut-être, tu vois. Mais moi, ça m'a vraiment vacciné. Et quand je vois un mec comme toi qui a 27 ans, je suis un petit peu plus vieux que toi, mais je ne vais pas faire le daron loin de là, qui se dit, ouais, bah tant pis, si je me foire, tant pis, mais j'ai envie d'essayer. Je me dis, putain, c'est triste ce qu'ils ont fait de ça. Alors, on te souhaite évidemment que ça fonctionne. D'ailleurs, Venalabs, Descoin, tu les quittes il y a un an. Ouais. D'ailleurs, tu viens dans l'émission. Alors, on peut le dire maintenant, quand tu viens dans l'émission, moi, en privé, tu me dis, dans quelques semaines, quelques mois, je ne serai plus chez Descoin, mais on avait prévu l'interview avant. Je vais la faire et je vais prendre ma casquette de CRO, puisque à ce moment-là, tu l'as toujours. Je crois que ton départ va être annoncé quelques semaines après l'émission. Et donc, tu décides de quitter cette boîte. Tu peux nous dire pourquoi? Comme ça, on a le suivi depuis la dernière émission. C'est perso. Il y a un mix d'alignement de vision. Il y a un mix d'alignement de vision où il y a un petit quick quack en interne où tout le monde n'a pas la même vision de la suite. Et le CEO part. Moi, je me remets avec le CCO. On n'a pas forcément les mêmes envies de vers là où on veut se diriger. Et attends, c'est un terme compliqué là. Moi, je me rappelle, le CEO, c'était Henri Doriot, je ne sais plus. Rappelle-nous. Non, c'était Julien Rodias. Ouais, mais c'est pareil. Mais moi, j'ai Rodias. Ouais, il y avait Henri. Ok, d'accord. Je ne connais pas ce monsieur. Mais en tout cas, je vois son nom. Ok. Toi, tu es CRO. Il y a le CTO à l'époque qui va devenir le CEO. CEO. Exactement. Alors, je l'ai croisé récemment, il a l'air très cool. Voilà. Voilà. C'est son anniversaire hier en plus. C'est tout ce que je peux en dire. Et puis, il y a un autre cofondateur que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps et qui s'appelle Loïc et qui est quelqu'un d'absolument adorable. En tout cas. Tu l'as rencontré à CryptoXR? Non, pas du tout. Alors là, on s'est rencontrés sur Instagram et on a papoté et voilà, c'est tout. Okay. Non, c'est pas lui. Mais il est adorable, tu vois. Très gentil, Loïc. C'est tout ce que je peux te dire. Et donc, par contre, moi, à l'époque, quand je t'avais dit, attends, c'est le CTO qui va devenir CEO, déjà, je t'avais dit, chelou. Mais alors, un an après, qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs? Un an après, écoute, ça se passe bien. Ils ont levé 1,5 million, du coup, ça se passe bien. Ils sont contents. Okay. Du coup, ils développent un nouveau produit, le fameux Flow qu'on a rapidement évoqué pour faire de l'on-ramp, off-ramp directement plugué sur ton site web. C'est littéralement un BoonPay pour le moment, un peu concurrent à BoonPay dans le paiement. Mais par contre, Mika Proof avec tout l'aspect régulatory en place. Ils sont pas, de toute façon, ils sont ça, donc ils sont pas pressés. Ils ont encore un peu de temps avant d'être vraiment Mika, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. C'est important de le rappeler, hein. Parce qu'il n'y a pas encore d'entreprises françaises qui sont agréées à Mika. Il n'y en a pas, clairement. Il y a des boîtes qui ont été agréées à Malte. On en a parlé récemment dans l'émission, mais en France, alors, soit parce qu'ils se disent, on a encore un peu de temps, donc bon, 2 secondes. Soit parce que c'est vraiment compliqué de se faire enregistrer en France, quoi. Je sais pas. Ah non, parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, c'est ça le problème. Ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas. L'AMF répond jamais aux mails. Tu envoies une question, tu as une réponse dans 3 mois. Les dossiers n'avancent pas. C'est catastrophique. Là, il y a eu des nouvelles choses qui font que ça va mieux. Et que du coup, il y a eu une petite avancée côté. Sachant qu'ils ont rajouté une petite prime, l'AMF, de 10 000 balles que tu dois payer. Voilà, ça c'est cadeau, c'est pour voilà, c'est en plus. Oui, mais bon, c'est rien, c'est pas. Non, mais on est d'accord sur ce que coûte tout le process. On a calculé entre 500 000 et 1 million d'euros par an. 10 000 balles, c'est rien. Mais non, mais c'est pour te dire, c'est-à-dire que déjà, c'est un service public, l'AMF. On le paye dans nos impôts, tu vois. Ça dépend de la Banque de France et ministère des Finances, tu vois. Donc c'est payé par nos impôts, tu vois. Donc déjà, tu nous dis, ils sont lents. Ils sont pas vifs, ils sont pas tout ça, mais ils nous rajoutent un petit ticket. Moi, c'est ça qui m'amuse. C'est quand même assez cocasse, quoi. Ça me choque plus. Moi, ça me choque plus. Il n'y a pas un qui me choque. La compliance, c'est le bordel. Moi, mais ce qui coûte très cher, c'est les logiciels. C'est les logiciels associés à la partie humaine. Vraiment la partie humaine. C'est ça. Score analysis, score chain, chain analysis. Score chain, ouais. Tu dois faire tes KYC. Enfin, c'est tous les prestataires de KYC. Cher, toutes les analyses de transactions que tu dois faire, c'est un binso. C'est un binso et vraiment ça coûte les yeux de la tête. Et du coup, je quitte l'aventure. Juste pardon, sur un commun accord. Alors évidemment, tu n'es pas obligé de répondre, hein, mais cette divergence de vision concernant Descoin, alors
tu ne dis pas ce que c'est. Ça, c'est interne, il n'y a pas de problème. Mais à quoi ça porte sur quoi? Sur l'orientation business, sur quel produit on va se pencher? Ouais, Un problème de c'est ça, personne? c'est un peu ça. Enfin, Ouais. on est dans une phase où, alors là, quand je pars, ça va mieux. En vrai, quand je pars, on vient de lever 500K, alors qu'on a une phase où c'est un peu compliqué. Et il faut qu'on trouve des solutions. Et du coup, on a trouvé un patch de 500K pour respirer un peu. Parce que ça Et coûte combien tous les jours Descoin, à peu près, enfin, ou chaque mois, à peu près en cash burn, je peux pas à dire. l'époque? Je peux pas dire, ouais. Avec Je peux pas dire. 500K, tu tiens un an? Ouais, tu peux pas dire. Non, mais je comprends. Non, mais en fait, non, mais c'est important pour ceux qui nous écoutent de se dire que 500K, ça a l'air d'être une somme énorme. Je Mais ne dans tiens pas beaucoup avec 500K. tu fais que 500K, tu dalle. respires. Tu Oui. respires et tu réfléchis pendant un bout de temps, mais non. Ça Ouais. dépend de la phase. C'est toujours pareil. Tu es en bear market, il n'y a pas d'oseille qui rentre. Tu crées beaucoup plus d'argent que quand tu es en fin d'année où tout explose, ou en ce moment où BTC est à 100K et qu'il y a tous les retails qui FOMO. Le cash burn, il évolue. Il Bien évolue. Il y sûr. a des moments où tu Et rentres puis, beaucoup d'argent. tes coûts ne sont pas élastiques. C'est-à-dire que tu ne peux pas Non, du jour au lendemain virer la moitié des gens, diminuer la moitié de tes des prestats. logiciels. Mais tu peux pas. Donc en fait, c'est ça. Et à un moment donné, tu as le mur du déficit, le mur du découvert qui s'approche. En tant qu'entrepreneur, c'est pas facile à gérer pour le coup. Non, Ok. non, Donc non. quand toi tu pars, tu dis ça va mieux. Donc on devine que tout ça c'était à cause de toi, Marvin. Voilà, comme ça. Exactement. Exactement. C'est moi qui fous le bordel. C'est moi qui fous le bordel. Non, non, non. En vrai, j'ai quand même bien aidé sur le dossier BPI. On rigole, on rigole. C'est moi qui gérais ça. Du coup, non, non, je suis. Et c'était ça le deal. Le deal, c'était il fallait clôturer la compta et avoir de l'oseille sur le compte pour que tu partes et que ça se passe bien. Moi, ça restait des copains, tu vois. Et moi, je bosse toujours là-bas. Tu vois, j'ai toujours des petits bureaux de temps en temps Et oui, là-bas. J'y passe. à Metz. Je pars à Metz. Ouais. Et tu vois, je passe au bureau. Je suis souvent dans les bureaux avec Maria et Descoin. Ça reste mes copains, tu vois. Il fallait que ça se passe bien. Bien sûr. Moi, voilà, ça reste du business. T'as un moment, t'as un désaccord, c'est pas grave, t'avances, mais faut pas que ça empiète Et donc, toi, sur tu quittes cette entreprise dans laquelle tu as quand même bossé pendant 3 ans, je crois. 4 ans, ouais. 4 ans, ok. Et tu sais déjà ce que tu vas faire ou tu te dis. C'est ça alors, ça c'est une grosse discussion qu'il faut qu'on ait. Je pars à la fois avec un petit rancœur de me dire, ça me fait chier, ça fait quand même 4 ans, je crame du truc. Et au lieu de me dire, je vais prendre un mois pour réfléchir, à réfléchir à qu'est-ce que je veux faire, je vais tout de suite monter une boîte. Moi, je suis très dans le tout de suite. Du coup, je réfléchis rapidement. Moi, je sais que je fais de l'argent dans le airdrop. On va faire une boîte pour les airdrops. On va chercher des airdrops. Et le produit, il évolue. Je fais face au marché, mais j'adore ça. Je suis en permanence en réflexion à me dire qu'est-ce qu'il faut faire de mieux, qu'est-ce qu'il faut faire. Et le produit, il évolue. Le produit que je pitch il y a 1 an et le produit qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, tiens, je rebondis là-dessus tout de suite. Je t'interromps, excuse-moi, mais c'est important. Tu lances Venalabs, on est en pleine airdrop season. Tout le monde parle que de ça. Ensuite, moi, c'est comme ça, je le vois de l'extérieur. Ensuite, les airdrops, c'est mort jusqu'à Hyperliquid. Parce que là, ça va être un truc de ouf. Mais pendant cette période-là, même moi, je me dis, Miskin, il s'est lancé sur une narrative qui est morte. Après, tu sais, les airdrops ratés, pour lesquels la commu n'était pas très content avec Starknet et tout ça. Et là, je me dis, le pauvre, il s'est lancé à corps perdu sur un truc de airdrop. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je regarde un peu ce qui est devenu Venalabs, la partie airdrop, elle est devenue, j'ai l'impression, un peu accessoire. Est-ce que j'ai bien vu ou est-ce que juste j'ai pas bien analysé le truc? Moi, de base, je voulais faire du learning. De base, mon objectif, c'était d'expliquer aux gens comment interagir avec la blockchain. Je voulais avoir une dimension pratique. Pour moi, c'est ça qui fait que tu tombes amoureux de la blockchain. Moi, je suis tombé amoureux de la blockchain quand j'ai mis les mains dans les machines, à fabriquer des machines de minage. Quand je suis allé échanger des tokens sur Uniswap en 2020, où tu échanges un token qui n'existe pas, il fait x10. Tu le rééchanges contre un token qui n'existe pas et tu vas voir tes potes qui tu leur dis putain, j'échange des trucs entre eux, ils n'existent pas, mais ça fait gagner, ça monte, ça descend, c'est trop bien. Et ça, c'était excitant. Et tu avais de temps en temps la petite carotte qui te dit oh, tac, ding, ding, t'as reçu un airdrop. T'as reçu un airdrop uni, t'as reçu un airdrop Paraswap, t'as reçu un airdrop. Et ça marche bien. Et je me disais, il fallait une carotte pour motiver les gens à étudier. Tu vois, on en revient à la discussion du début. Moi, tu me fais aller dans un examen et tu me dis, tu vas avoir une note de 15 sur 20 si tu révises bien. J'en ai rien à foutre. Tu me dis, tu peux gagner un airdrop. Là, il y a une incentive monétaire. Du coup, on a retourné le produit en disant au début, on va faire l'éducation, et on va intégrer de la pratique dans l'éducation pour permettre aux gens de venir pratiquer ce qu'ils apprennent et d'être récompensés. Parce que même un mec qui ne connaît rien à la crypto-monnaie, il gagne 100 balles, pour lui, c'est bénéf. Tu vois.
Tu as fait 4 transactions, tu gagnes 100 euros. Ça t'a rien coûté, c'est rentable. Nous, on est dans un monde où si tu n'as pas 15 000 euros, c'est pas bon. Mais faut bien comprendre que si tu arrives dans la crypto et que tu gagnes 100 euros pour avoir découvert un peu un truc, c'est cool. C'est cool et ça récompense un peu ta pratique et ça fait ta carotte pour que tu viennes continuer à apprendre. Aujourd'hui, on évolue encore. L'idée, c'est de concevoir un SaaS. Parce qu'on se rend compte que le produit plaît beaucoup. Les projets aiment beaucoup les façons de faire, les maps, comment interagir avec Venalabs. Ils aiment beaucoup la DA, comment on crée ça. Et ils sont intéressés pour pouvoir avoir ce type de solution dans leur académie, mais plugué via avec un SDK. En gros, ça serait de se dire, n'importe qui peut venir concevoir une map, qu'elle soit de learning ou de practice. À la fin, que tu puisses soit minter un NFT, soit claimer des tokens. Si on te demande de claimer des tokens, on peut imaginer te faire un KYC pour que tu puisses en claim qu'une fois par personne, par utilisateur, ou une DYDID. Pas obligé de mettre ta tête, mais de prouver que tu es une personne qui existe. Et l'idée, c'est que n'importe qui puisse le plug sur son site. Nous, on vient récupérer des grants pour le moment pour implémenter la technologie dans notre SaaS. Du coup, en gros, demain, on veut bosser avec les projets de la team Avax. Il faut qu'on ait Avalanche qui sont intégrés. Parce que quand tu vas connecter ton wallet à la map, si demain tu fais une transaction, il faut que je sois capable de lire la blockchain et de valider la quête que je t'ai proposé de faire. Faire une transaction, je te dis une bêtise, sur une API avec leur Explorer ou avec Google Exactement. ou ce genre de choses, quoi. Exactement. Et l'idée, voilà, c'est de permettre à n'importe qui de créer sa map et de la plug directement sur son site. J'ai capté. Le produit évolue. Pour le moment, c'est ce qu'on se rend compte qui plaît. Il faut que je teste. On teste plein de choses et j'arrête pas de tester des choses. Et tu vois, pareil, on essaie de faire une petite dimension compliance parce que pour la compliance, aujourd'hui, moi, je connais bien le bordel et je sais que tu es obligé de certifier tes équipes au minimum une fois par an, une fois que tu as l'UPSAN ou avant que tu l'aies pour faire ta demande. Il faut que tu aies des certifications, il faut que tu montres que voilà, tu as formé tes gars en interne sur la lutte contre le blanchiment d'argent, les OTC, voilà, tout ça. Et l'idée, c'est de pouvoir le faire directement avec un Venalabs offshore qui s'appellerait peut-être Compliance Office ou je ne sais pas, mais avec la technologie de Venalabs, avec ce système de map building. Et demain, tu peux te dire, cette technologie-là, elle est adaptée à du Web 2, à du Web 3, mais elle peut aussi être adaptée à du Web 2. Tu vois. Tu peux demain aller travailler avec Orange et au lieu d'avoir toute leur académie toute pourrie, leur dire qu'ils ont un truc un peu plus sympa, avec des points, des badges, de l'expérience à gagner, que chacun peut créer ce qu'il veut et qu'à partir de là, tu as juste à plug avec un SDK ta map sur ton site, sur ton intranet ou quoi, et tu peux former tes salariés comme ça. Ok. Vous en êtes où aujourd'hui? Justement, tu disais que tu levais des fonds. Donc une entreprise, tu as la phase d'idéation. Là, je pense que après, elle se termine jamais cette phase-là, on passe son temps quand même. Mais bon, vous avez quand même le nom, vous avez l'identité visuelle, vous avez déjà le MVP, voilà, vous avez déjà. Et puis après, il faut développer, et puis après, il faut attirer. Alors là, il faut attirer aussi bien les utilisateurs, et en même temps, il faut attirer les projets. Donc, vous avez une espèce de dilemme de l'œuf et la poule. Est-ce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de projets pour que les utilisateurs viennent? Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs pour que les projets viennent? Ouais. Et alors ça, pour le coup, c'est une discussion vraiment d'entrepreneurs et de stratégie go-to-market que je pourrais avoir avec plein de boîtes, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce qu'on doit privilégier? Est-ce qu'on est obligé de faire les deux en même temps? Et c'est quoi ton point de vue là-dessus? Pour moi, il faut d'abord considérer les entreprises. Parce que c'est elles qui, dans mon modèle, c'est celles qui me rappellent de l'argent. Moi, je me concentre sur ceux qui me ramènent de l'argent. Si demain, celui qui te rapporte de l'argent, c'est l'utilisateur, concentre-toi sur l'utilisateur et donne-lui un maximum de features pour que, même si les entreprises en face, elles ne payent pas, c'est pas grave, implémente-les gratuitement. Et comme ça, dans tous les cas, c'est ton utilisateur qui paye. Moi, dans mon modèle, c'est les entreprises qui payent. Du coup, c'est notamment les fondations. Tu vois, là, on a fait à peu près 150 000 euros de CA depuis le début. Moi, c'est plus facile de vendre quelque chose, d'exagérer un petit peu et de mentir un peu sur une base utilisateur. Dans les débuts, surtout que les gens croient dans le projet d'entrepreneur, ce qui fait que c'est plus simple de faire venir des projets. Du coup, moi, je me concentre sur faire venir des projets et je veux faire une campagne de lancement à partir de septembre dans lequel on fait intervenir des influx, mais aussi les blockchains partenaires qui vont co-communiquer sur le produit et le lancement avec nous. Et l'idée, voilà, c'est vraiment d'attirer un maximum de personnes à ce moment-là. Septembre. Mais d'abord, je me concentre sur vendre des projets parce que pour moi, il faut que ça rende du cash. Parce que pour le moment, là, c'est le titre de la miniature, d'ailleurs, que j'ai oublié. Mais je sais qu'il y a le mot cash à l'intérieur. Ouais.
Le Tu l'avais meilleur dit, tu pote, l'avais dit. c'est le cash. Voilà. Et c'est une Ouais. phrase que tu as Et- prononcée dans une interview récemment. Et ça, c'est aussi un point que j'aimerais voir avec toi. C'est que souvent, les projets blockchain, crypto, ont tendance à Pas d'oseille. plutôt viser la valo, les levées de fonds, potentiellement la dette. Et puis, un jour ou l'autre, ils se disent, mais il faudrait quand même qu'on commence à rentrer du chiffre d'affaires. Et en vrai, c'est même pas le CA qui est important, c'est la marge. Et ça, j'en ai discuté aussi avec Valentin de Cube 3 dans l'émission il y a quelques semaines de cela, où il me disait que justement, les deux sujets sur lesquels il intervenait le plus, c'est la compliance, former et sensibiliser les gens là-dessus, mais aussi sur le business model, que les entrepreneurs se disent, OK, vous pouvez lancer une crypto, vous pouvez lever des fonds, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas de cash qui rentre, ce n'est pas tenable, quoi. Donc là aussi, j'imagine que tu es en phase avec ce... 100%. Ouais. Moi, une entreprise, ça doit faire de l'argent. Tu vois, c'est vraiment c'est la base. Une entreprise qui ne fait pas d'argent, ça ne sert à rien qu'elle existe. Même si tu es au début, tu peux avoir de l'attraction. En fait, je sais que ça existe et c'est très américain le modèle où tu ne dois pas faire d'argent pendant longtemps, tu fais beaucoup d'acquisitions. C'est le modèle à la Snapchat, à la Instagram, à la Facebook, où tu attires l'utilisateur, tu attires C'est le l'utilisateur, tu modèle attires. de Uber, Uber, modèle Uber. aussi des néobanques qui ont levé des centaines de millions pour attirer des clients. Ils ne gagnent pas d'oseille pendant 10 ans. Et après, ils commencent un peu à valoriser leurs clients en leur vendant plein de trucs. C'est aussi le modèle du freemium où tu fais rentrer les gens gratuits et après, tu espères qu'ils vont passer à la phase payante. Donc, c'est vrai, c'est un modèle de notre société d'aujourd'hui, c'est vrai. Moi, j'y arrive pas. Moi encore, je suis pas prêt parce que j'ai été investisseur et j'ai encore du mal avec ce modèle en tant qu'invest. Mais en grandissant, je le vois, je l'analyse, j'essaie de le comprendre. Mais pour moi, c'était quand même j'ai dû. Il faut beaucoup de réseaux pour lancer une boîte où tu lèves tout de suite des millions. Il faut quand même un bon network ou un bon storytelling à avancer. Et du coup, pour moi, la première boîte que tu lances, si tu fais pas de cash, va pas rêver. C'est pas toi qui vas inventer ChatGPT. Ça va être compliqué d'aller lever 20 millions sur ta première levée si tu n'as rien fait dans ta vie. C'est très compliqué si tu n'es personne. Du coup, il faut commencer par quelque chose. Il faut commencer par une boîte qui va générer un peu de revenus, que tu fasses un premier exit avec, même si c'est pas cher, hein, tu fais un exit à 1 ou 2 M, tu as fait un exit. Pour un VC, tu as fait un exit. Tu as su vendre ta boîte à un moment, c'est important. Du coup, une fois que tu es là, tu peux peut-être te lancer dans la phase où, OK, on va faire une boîte qui n'a pas généré d'argent pendant 3 ans. On lève. Et après, peut-être dans 5-6 ans, on sera rentable. Mais pour moi, la première boîte, elle doit générer du cash. C'est important. Et puis, dans tous les cas, c'était même pour moi, j'ai du mal à faire entrer un investisseur dans une boîte si le modèle n'est pas prouvé. Enfin, j'ai connu. Et dans tous les cas, quand tu montes une boîte, que tu lèves, si tu n'as jamais monté de boîte, que tu lèves 500 000 ou 10 millions, tu feras les mêmes erreurs. Sauf que tu feras les mêmes erreurs avec plus d'oseille. Et ça, je l'ai vu. J'ai vu des entrepreneurs qui n'avaient jamais entrepris et qui ont levé 2-3 bars sur leur précide. Ils ont fait de la merde totale. Autant qu'un mec qui avait levé 200 000 euros et qui a fait de la merde totale, parce que c'était sa première boîte, mais il comprenait rien. Et à un moment, il faut apprendre, quoi. Et quand tu as plus d'argent, tu pètes les plombs facilement, tu crames dans les choses où tu ne devrais pas cramer, tu embauches des gens que tu ne devrais pas embaucher. Et ça, il faut le comprendre. Et ça, il faut apprendre pour comprendre. Ah non, mais c'est la vérité. Alors moi, je le vois en plus en tant que consultant. J'accompagne des boîtes. Certaines ont levé, certaines sont en phase de lever. Et c'est vrai que quand tu n'as pas cette expérience-là, l'argent, à un moment donné, quand on n'a pas, ça te fait faire des erreurs. Et quand on a trop, ça te fait faire des erreurs. Et c'est triste parce que tu as des bonnes idées qui finissent finalement à la poubelle parce que les fondateurs n'ont pas été bien accompagnés, bien conseillés, bien entourés, ou alors qu'ils n'ont pas suffisamment échoué avant. Et toi, en tout cas, c'est ta première entreprise entrepreneuriale, on peut dire, Venalabs, un truc que tu fondes toi tout seul, ou est-ce que tu avais déjà fondé J'avais monté Pizza Fast quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'ai rencontré le mec qui a inventé la machine à pizza. Ok, d'accord, je vois. J'ai 18 ans, je suis dans le début du codage. En gros, je passe à une problématique toute simple. Je suis avec mes cousins, je fais une cousinate. Je vais acheter des pizzas, je vais télécharger une application sur l'App Store. On est dans une ville qu'on ne connaît pas et je me dis, je vais télécharger une application sur l'App Store et on va localiser la meilleure pizza près de chez nous. Aucune application. Je me suis dit, c'est totalement débile. Il faut inventer l'application. J'invente l'application Pizza Fast, on développe, on arrive à peu près 12 000 utilisateurs. Ça se passe bien. Et en gros, l'idée, c'était vraiment de recenser toutes les pizzerias, les camions autour de chez toi et de les intégrer sur l'application. On était très présents sur la région Rhône-Alpes.
Et j'avais pas du tout cette vision de business model. Moi, j'étais jeune, il y avait des utilisateurs, j'étais content, je gagnerais de l'argent avec la pub, ça m'allait bien, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que je rencontre le mec qui invente la machine à pizza. Et à ce moment-là, j'ai découvert le time to market. On fait tout pour lancer la machine à pizza, on l'implémente dans les trucs. Les gens prennent pas du tout la mayonnaise. Mais pas du tout. Les gens ne peuvent pas acheter une pizza dans une machine, quoi. C'est pas logique. Et je revends à un moment, le mec, il me dit on part aux États-Unis. Moi, j'ai 18 ans, je suis en train de passer mon bac. Parce que j'ai redoublé, du coup, j'étais à 18 ans, je suis en train de passer mon bac. Et je dis à ma mère écoute, on va partir aux États-Unis avec le gars. Ma mère m'a dit tu vas rien faire du tout. Tu vas rester là. Tu vas rester là avec tes conneries de pizza là et tu vas te bosser et faire des études, quoi. Et du coup, j'ai vendu mes parts au collègue. Lui, il est parti aux États-Unis pendant 3 ans. Il a eu du mal. Et il a explosé quand le Covid est arrivé. Quand le Covid est arrivé et que les machines ont été déployées, et ben là, ça a fait carton plein parce que tout était fermé et les gens pouvaient aller acheter des pizzas dans les machines. Et du coup, c'est là qu'on a vu arriver les machines en France, partout. Maintenant, il y en a dans toutes les villes, tu as des machines. Et ça marche bien. Ça marche bien. Et le gars, il a survécu. Du coup, j'ai découvert le time to market. Comme quoi, la résilience. Le mec qui, pendant 5 ans, il a bouffé la merde. Ouais. Comme quoi, un bon Covid, hein, ça peut quand même rendre service. Hein. Ouais. Non, mais... Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Marvin, pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Plein de bonheur. Alors, demain, tu vas participer à Spotlight, d'ailleurs. Moi, j'avais pas compris. Moi, je croyais que juste on allait se voir parce que tu es incubé là-bas. Non. En fait, tu es pas. Non, parce que quand tu me dis on se voit là-bas, c'est pas encore un pitcher. Et non, je suis pas lancé encore. C'est pour ça. Ok, donc tu vas participer à cet événement. D'ailleurs, j'adore le pitch. Hein. Je te le dis. Hein. J'ai fait en sorte qu'elle puisse venir, Odile. Donc, tu vas venir pitcher face à un jury d'exception, 25 mètres carrés avec des écrans, 5 mètres carrés, 5 sur... Bref. 5 sur 5, ouais. Ouais, c'est ça, hein, parce que 25... Ouais. Et donc, OK. 25 entrepreneurs qui vont venir pitcher. Tu as déjà préparé? Tu es un peu stressé ou pas du tout? Je ne suis pas stressé. C'est moins du pitch. C'est plus... C'est ça que j'ai bien aimé dans le concept. Tu as raison de préciser. C'est ils cherchent l'entrepreneur. Et ça, c'est vrai. Je pense que c'est la bonne façon de le faire parce que le nombre de gars qui viennent avec des idées incroyables et qui ont des entrepreneurs mauvais et qui n'auront pas le mindset pour pivoter, refaire, retomber, se relever, et ben c'est dans cette phase-là, c'est le plus important. C'est pas l'idée, c'est l'entrepreneur. Et du coup, ça se concentre plus sur l'entrepreneur. Et ça, j'ai envie de te dire, je suis bon pitcher là-dessus. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais oui, j'y vais au feeling. J'ai préparé 2-3 petits trucs pour moi. Le truc que j'apprends un peu, c'est la première phase. Il y a une chance où je suis éliminé dès le début. Parce que c'est de la question de culture G. Ouais. Ça, je peux me faire allumer. Ça. Bon, alors, bataille de Marignan. Quelle année, bataille de Marignan? Ok, bon, allez, on repassera. Non, mais ça va bien se passer. J'en suis convaincu. On se voit demain, Marvin. En tout cas, merci d'être passé dans l'émission. Comme d'hab, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Tu vois, j'ai pas vu l'heure passer 1h30. Vraiment. Et c'était un vrai kiff. Je vais te souhaiter plein de belles choses pour la suite, vraiment. Merci, mon Jérémy. Et puis, à dans un an pour. À dans un an. Allez. À dans un an pour la suite, pour le 1 à 100 millions. Allez, let's go. À demain, Marvin. Allez, salut, à demain. Ciao, ciao. Ciao. Bien, merci en tout cas.